Bienvenue à un autre épisode de la version longue avec Mathieu Legault et moi-même, Maxime Auclair. Merci d'être là encore une fois. Et j'étais très excité aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis pour moi, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un que je n'avais jamais rencontré avant. Ouais. Mais j'avais vraiment, vraiment hâte de le rencontrer. Steven Spazuk, qui est originaire de la région, qui habite encore et qui, surtout pour son travail, c'est un artiste visuel hors norme, on pourrait quasiment dire, parce que c'est assez unique ce qu'il fait. Pour résumer rapidement, puis il va le dire lui-même assez vite dans l'émission, mais il peint avec la suie à partir d'une flamme. C'est une technique qu'il a appelée le fumage, en fait. Fait que il peint avec le feu. Il joue avec le feu à longueur de journée. Il joue avec le feu. Ah là 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 là. Oui, une super belle rencontre. On a parlé évidemment d'art. On s'est mis à parler à un moment donné d'autres artistes visuels que finalement T'en connaissais pas mal. J'ai eu l'impression d'avoir une grosse culture générale, mais c'était comme les trois seuls que je connaissais. Mais non, mais puis même moi, je veux dire, je les connaissais pas tous, mais c'était intéressant d'apprendre ça. Je veux dire, c'était un mini-cours pendant un segment. Là, on apprend un peu sur l'histoire de l'art plus contemporaine, un peu. Là, mais... Et on parle aussi de son attachement à l'environnement. Très important, il est très important dans sa démarche et dans son propos artistique. Oui, il est très engagé. Puis il disait, là, depuis 6-7 ans, là, c'est vraiment la voie qui emprunte l'environnement, la nature en général. C'est ce qui est représenté dans ses toiles. Il expose à travers le monde. Il a fait une vidéo, enfin, il a été filmé et ça a été viral, plusieurs millions de vues, parce que c'est assez impressionnant de le voir travailler. Vous allez voir durant l'émission, on va mettre des photos de ça. Là. Oui. Donc, une belle rencontre. On écoute ça à l'instant avec Steven Spazuk. Steven, merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation de la version longue. Ça me fait plaisir. Écoute, on s'est rencontrés ça fait quoi déjà, 4 ans, alors que tu habitais à Léry à ce moment-là. Ouais. Puis tu nous avais invités dans ton studio maison et on se connaissait pas à ce moment-là. J'ai découvert ton œuvre et c'est magnifique, là, vraiment, vraiment très beau. Je suis pas d'actualité, fait que j'ai hâte de voir les trucs que tu as fait plus récemment. Mais donc, on voulait justement te jaser plus longuement de ton œuvre, mais d'art en général, puis peut-être d'environnement, puis d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, peut-être, les trois. Mais parle-moi, comment tu te décris quand les gens te connaissent pas? Comment tu décris ce que tu fais? Ça a un nom, parce que c'est pas de la peinture comme tout le monde. Est-ce que c'est de la peinture, premièrement? Ouais, de la peinture, je pense que ça suppose un liquide. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je suis pas sûr que c'est de la peinture, mais je suis quand même un artiste peintre parce que c'est ça qui me décrit le plus. C'est sur toile, fait qu'il est comme... Ouais, mais c'est sur panneau, c'est pas sur toile. OK, sur panneau, OK. Parce que parce que la toile, c'est ça. Mais là, les auditeurs comprennent pas. Là, les téléspectateurs, ils savent pas que je peins avec le feu. Le feu. Avec le feu. Le maître du feu. Ouais, j'ai déjà eu un article dans le Journal de Montréal où le titre, c'était « Le Dieu du feu ». J'avais beaucoup aimé ça. Oui, hein? Ouais, ça m'a permis de ne pas faire la vaisselle pendant des semaines. Puis, moi, je touche pas à ça. Je suis le Dieu du feu. Alors oui, je peins avec le feu. Fait que je peins avec le feu. Je dessine avec le feu. La façon que je travaille, c'est que je prends une chandelle ou une torche. Puis je touche une surface, soit de carton ou un panneau de bois. Puis quand la flamme touche la surface, il se crée de la suie. Puis c'est avec ces traces de suie-là que je travaille. Donc, au lieu d'avoir un crayon, j'ai une chandelle. Puis je travaille forcément au-dessus de ma tête parce que je peux pas travailler sur un plan horizontal sur une table, mais il faut que ça soit comme plutôt au plafond. Vertical. Parce que la flamme monte. Et donc comment je me décris? Je me décrirais comme le dieu du feu. Non, je me décrirais comme il y a un titre en anglais qui m'a été accolé à cause d'une vidéo qui est devenue virale où il est rendu à peu près à 10 millions de views, là, sérieusement. C'est le Fire Painter. C'est le titre
que le réalisateur avait donné à son petit clip. Okay. C'est un portrait qu'il avait fait de moi il y a comme 4 ans de ça. Puis il était venu dans l'atelier, puis il m'avait filmé pendant une journée où j'étais complètement en production pour un show que je faisais à Montréal. Fait que j'étais dans ma bulle, puis je peignais, puis j'avais complètement oublié son existence. Puis il a juste fait un portrait de moi en train de travailler. Il a mis un titre « Fire Painter ». Puis c'est resté, ça m'est resté collé. Fait que je suis là comme Fire Painter. Je l'ai vu, cette vidéo-là, oui. Je l'ai vu passer dans mes algorithmes il y a quelques années, au moment où c'est sorti, j'imagine. Il a été partagé sur plein de plateformes. C'est ça, je te dis, il y a comme un cumul de 10 millions. Là. Puis encore, selon lui, c'est bien plus que 10 millions, mais... Parce que tu vois, juste sur Vimeo, quand même, taper 1 million sur Vimeo, c'est quelque chose. Ouais, c'est gros. On est à tout près d'1 million, là, 900 000, je sais pas trop. Quoi. OK. Wow. Fait que juste Vimeo, fait que quand tu penses à toutes les YouTube puis toutes les autres plateformes, là. Plein de magazines d'art là, qui l'ont partagé aussi. Ouais. Moi, j'ai plein de questions sur ta technique. Mais si on commence par la base, je veux dire, est-ce que c'est toi qui as inventé ça? Est-ce que c'est... Comment c'est arrivé? Parce que, je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de Fire Painter dans le monde? Comment ça a commencé? Ça a commencé en 2001 où j'ai fait un rêve. Puis dans ce rêve-là, je visitais une galerie d'art dans mon rêve, puis je voyais un tableau qui était un dessin, un landscape en noir et blanc, puis je savais dans mon rêve que ce tableau-là, ce dessin-là, avait été fait par ce processus-là de feu, puis que cet artiste-là, lui ou elle, avait dessiné avec une chandelle, puis je comprenais tout ça. Dans mon rêve, c'était tout à fait... Ah ouais, c'est intéressant, il l'a fait comme ça. T'sais. Alors, au réveil, je me suis rappelé de ce rêve-là. Puis le soir même, j'ai essayé, parce que je me suis dit, hey, c'est intéressant, je devrais quand même essayer. Puis là, j'ai essayé. Mon premier dessin, j'ai pris un papier, ce qui était un peu stupide, puis là, il a pris en feu, mais j'ai tout de suite vu qu'il fallait que je prenne un carton plus rigide, plus résistant. Puis j'ai tout de suite vu le potentiel. Vraiment, ça a été comme une épiphanie, un déclic extraordinaire où je savais que je venais de découvrir comme une mine d'art, là, tu sais. Puis, j'ai pas arrêté depuis, là. Depuis ce moment-là, je me souviens très bien du sentiment de savoir que j'avais trouvé quelque chose qui avait tout le potentiel de réussite pour moi, puis tout ça, que j'avais comme trouvé une espèce de filon qui pouvait être... bien rentable pour moi dans tous les sens, là, satisfaisant, puis tout ça. Tu étais déjà artiste? Oui, je dessinais déjà, je faisais des expos déjà, comme une par année à peu près, juste pour me tenir dans le coup, mais j'étais à l'époque plus... un artiste commercial dans le sens que je faisais de la direction artistique en publicité puis en design. Okay. Mais j'avais toujours comme une espèce de sideline d'artiste peintre où j'avais des enfants. Mes enfants étaient plus jeunes à l'époque, fait que fallait que je paye les études et tout. Puis il y a la responsabilité de payer les hypothèques. Alors là, je faisais d'abord mon travail d'artiste commercial, puis je me donnais le loisir de 2-3 mois par année à me concentrer sur la peinture. Fait que quand j'ai fait ça, là j'étais accro. Je voulais juste faire ça. Ah oui. Ouais. Mais c'est arrivé comme ça. C'est quelque chose de primitif quand on pense à ça. Le feu, c'est comme le début un peu de l'humanité quand l'homme a contrôlé le feu. Puis là, c'est d'utiliser le feu pour créer. Mais on dirait qu'il y a quelque chose aussi, ça doit être un peu... parce que quand tu mets la flamme, je veux dire, ça se contrôle pas. Ça se contrôle, mais pas tant dans le sens, ça doit comme créer. Puis il y a comme une partie comme pas subconscient, mais ça crée un truc de base. Puis là-dedans... Tu tout à fait. C'est ça qui m'a passionné dès le départ parce que il y a tout ce côté de hasard, tu sais, de créer un accident avec la suie, puis à travers cet accident-là, essayer de voir qu'est-ce qui en ressort. Tu sais, c'est comme un peu
comme regarder des nuages. Tu sais. On regarderait tous les trois le même nuage, puis on verrait probablement 3 choses différentes. Fait que moi, j'aimais créer ces nuages-là, puis essayer de voir qu'est-ce qui en ressortait. Fait que, au départ, les premières années, c'était ça qui m'intéressait. C'était le côté hasard, côté accident, puis me laisser guider par ce que j'obtenais, tu sais, sur la surface. Mais tu as raison aussi de dire que il y a quelque chose de primitif là-dedans. Ouais. Moi, c'est ça qui me plaît aussi parce que à l'époque là où on est, où tout évolue très, très vite, puis tout existe en même temps. Oui, tout a été fait, puis il y a toute la réalité virtuelle, puis ça, dans le domaine des arts, la vidéo, tout ce qui est électronique est très potentiellement intéressant pour faire des œuvres d'art nouvelles. Moi, je suis préhistorique. Je suis comme l'homme de l'Est. Ouais, complètement. Ouais. Je suis probablement... j'utilise probablement la première technique qui a existé dans le monde entier. Chez l'Homo sapiens, qui était dans une caverne avec une torche. Puis il s'est créé des taches noires sur le toit de la grotte, puis il s'est mis à dessiner avec ça. C'est ça. Fait que moi, j'aime ça, ce côté-là de low-tech, complètement low-tech. Moi, ça me prend une chandelle, puis je suis correct, là, je peux dessiner. Ça se fait assez bien, là, tu sais, t'as pas besoin d'équipement trop cher. Hein? Pas tellement, non. Évidemment, tu peux juste faire du noir et blanc. Avec la suie, elle va toujours être noire. Toujours. C'est un pigment noir. Là. Quand on achète de la peinture noire, on achète du noir de carbone qui est... qu'on met dans un liant quelconque. Là. Ouais. Puis, mais c'est ça. Puis, quand tu parlais justement l'idée on crée un accident, ça m'est venu en tête puis je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, mais le test de Rorschach, là, qui est l'espèce de tâche. Mais c'est un peu ça, c'est comme tu crées quelque chose, puis là-dedans, tu regardes, puis tu fais, il y a ça, puis tu l'amènes ailleurs. Mais en fait, après ça, tu sculptes ou tu peins, j'efface, j'enlève. Mais tu fais ça comment? Ça a été tout un apprentissage au début parce que j'ai toujours dessiné des ombrages. Tu sais, comme quand tu dessines un visage, par exemple, tu vas dessiner l'ombre en dessous du nez, puis tout ça, pour créer des volumes. Ouais. Moi, j'obtiens d'abord l'ombre en dessous du nez, puis il faut que j'aille chercher la lumière sur le nez. Tu travailles comme en négatif. Oui, ça a été complètement difficile au début parce que j'avais pas l'habitude de graver puis dessiner, faire le geste d'aller chercher la lumière plutôt que de créer l'ombrage. Fait que ça a été tout un apprentissage, mais maintenant, je suis quand même pas pire. Là, depuis 2001, j'ai un peu de pratique. Fait que... c'était quoi ta question? Il n'y a pas de question. En fait, je fais juste un lien avec le test de Rorschach. Oui, c'est ça, de voir justement... Parce que comme c'est cette tache noire-là... C'est l'improvisation, un peu. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu dois composer avec ce qui... Souvent, mes premiers dessins étaient beaucoup axés sur le randomness, le hasard, puis... souvent, je laissais des dessins de suie pure où j'intervenais pas du tout. Puis moi, dans ce que je voyais, c'était évident que c'était... un oiseau, peu importe. Là. Une paire de fesses avec 2 jambes, tu sais. Puis je montrais ça à des amis, puis ils voyaient complètement autre chose. Ah, quoi? Ben oui, regarde, là, ça, c'est le nez, ça, c'est... Ah, ouais, tu sais, puis je l'avais pas vu du tout. Ça m'intéressait aussi beaucoup de ce côté-là. Puis c'est très beau quand... ces dessins abstraits juste dessus, parce que c'est des volutes puis des dégradés qui sont purs puis qui sont parfaits. Tu sais, c'est vraiment... C'est presque pas possible d'obtenir ça autrement qu'avec cette technique-là puis ce processus-là. Je suis curieux de savoir aussi, la suie, est-ce que ça se conserve bien? Est-ce que tu dois mettre une espèce de vernis? Est-ce que tu as dû apprendre à travailler avec? Parce que, je veux dire, c'est pas comme la peinture, ça sèche, puis ça bouge pas. Est-ce que la suie, ça se travaille au final? J'imagine que oui, mais est-ce que tu as dû quand même comprendre un peu le matériel, si je pourrais appeler ça un matériel? Oui, mais ça a été tout un apprentissage parce que on ne t'apprend pas ça à l'école. Je suis complètement autodidacte dans ce processus-là. Les premiers dessins, je ne savais pas comment les conserver parce que quand
quand on met de la suie sur un carton à partir d'une flamme, la suie est juste sur la surface, elle ne rentre pas dans le carton, à moins que tu aies un papier un peu poreux. Mais là, tu n'obtiens pas des vrais beaux noirs. La suie, le pigment de noir de carbone va rentrer dans la pâte du papier, puis elle va un peu rester là, mais c'est très, très, très fragile. Ouais, puis moi, je travaille avec des cartons qui sont glacés, très lustrés, fait que pour justement pouvoir avoir une suie qui est très noire puis qui est en surface. Fait qu'elle est hyper, hyper fragile. Là. Vraiment, il y a une fourmi qui va marcher dessus, elle va laisser une trace. Ouais. Fait que c'est extrêmement fragile. Ouais. Mes premiers dessins, ça a été très difficile de les conserver parce que je savais pas comment. J'avais essayé un vernis en spray, puis ça lavait la patente. C'était pas beau. Ouais. Fait que la seule façon que je trouvais au départ, c'était de les mettre sous verre, mais le verre ne devait pas toucher les cartons. J'emmenais ça chez Encadrement Mercier, ici à Châteauguay. Là, c'est les Magiers, je pense que ça s'appelle maintenant. Et puis, j'arrivais avec mes dessins dans des boîtes, puis il fallait pas qu'ils touchent, puis ils stressaient pour les encadrer. Je pouvais pas encadrer tout ce que je produisais. Ça m'aurait coûté une fortune. Fait que il fallait que je trouve une autre façon de le faire. Puis, à force de faire des tests avec des sprays, des aérosols, des vernis en aérosol, j'ai trouvé le bon aérosol extra fin qui faisait une bonne job. Puis ça fait que... Mais encore là, c'est tout un apprentissage parce qu'il faut que tu sois à la bonne distance. Faut pas se mettre trop de pression. C'est ça. Puis tu peux scraper un dessin. Tu as un beau dessin, puis là, tu viens pour le vernis, puis tu le rates complètement parce que tu l'as effacé comme. C'était un cauchemar. Ouais, c'était un peu stressant. Puis ça l'est toujours. C'est toujours un processus qui est stressant à travailler dans le sens que tout le long que tu travailles, tu es conscient qu'il y a de la fragilité devant toi. Puis souvent, j'ai le réflexe, quand j'applique la suie, je cumule de la suie sur la surface. Puis ensuite de ça, mais j'enlève pour aller enlever les lumières, pour sortir les lumières. Il se crée un peu de cumul de suie, un peu de poussière. Fait que j'ai le réflexe de souffler pour l'enlever. Puis souvent, quand je souffle, je postillonne. Puis là, quand je postillonne, je crée des points blancs. Puis là, je viens de rater mon affaire. Fait qu'il y a toujours comme cette espèce de tension, d'un petit stress tout le long que je travaille, tant que c'est pas verni. Puis tant que c'est pas verni, aussi, il y a un stress dans l'atelier. Tu ne touches pas à ça, il n'est pas verni. Puis ma blonde, elle est comme tout le temps, comme à 10 pieds du tableau. Pas de chance. Ouais. C'est important. Si tu as une pièce, il n'y a pas de courant d'air. Puis qu'il n'y ait pas trop de poils de chien, puis de chat, puis d'insectes aussi. Parce que c'est comme ça que j'ai découvert dans les premières semaines où que je travaillais avec ça, je laissais mes dessins partout dans la pièce parce que je savais pas comment les préserver. Puis un matin, je suis rentré dans mon atelier, puis un de mes préférés dessins était là, puis il y avait une belle trace d'araignée qui avait passé. Mais je savais pas que c'était une araignée, mais je voyais que c'était un insecte qui avait marché dessus puis qui avait laissé... Puis là, mais je me suis dit, hey, wow, quand même! Ouais, ça... Il a comme scrappé mon dessin, mais il m'a ouvert toute une porte de hey, je peux dessiner puis collaborer avec les insectes puis laisser les insectes faire des œuvres. Tu sais, parce que ce qui m'intéressait à l'époque, c'était beaucoup le côté hasardeux. OK, c'est ça. Une autre couche de hasard par-dessus mon hasard de départ. Ça m'intéressait beaucoup. Puis là, j'ai appelé ça des entomogrammes. J'ai fait un néologisme, là. Entomogramme, entomo pour insecte, graphie. Ouais. Fait que j'en ai fait plein de dessins en collaboration avec des insectes. Dont un fameux, qui est... j'ai fait le portrait mon épouse et moi, on a fait le portrait d'un monarque de 5 pieds par 7 pieds, fait par des monarques. Ça, c'était intéressant. Puis il a été 6 mois à l'insectarium, il y a eu un film, on a été au FIFA avec ce film-là, on a gagné des prix, puis tout ça, fait que, c'était cool. Puis maintenant, on a la deuxième version, c'est une série de dessins, c'est une série de portraits qu'on veut faire.
sur des espèces en danger. On avait fait le monarque. Puis là, récemment, on a fait l'hirondelle. Puis ce tableau-là, il est à Héritage Saint-Bernard. J'ai vu passer. Il y avait pas... C'est avec des enfants. Il y avait comme... Je sais qu'eux, ils faisaient de l'animation avec des jeunes, je pense. C'est ça? Mais il y avait... C'est que nous, on s'est associé avec l'école des Trois Sources. OK, ouais, c'est ça. À Châteauguay. Puis Nathalie, le prof de 5e et de 6e année... a pris le projet en début d'année, puis toute l'année, les enfants ont appris sur l'hirondelle. Ils ont fait plein de projets sur l'hirondelle. Ils sont devenus des ambassadeurs des hirondelles. Puis ce qu'on a fait, c'est en bout de ligne, on a fait une grosse hirondelle fait à partir des empreintes des enfants, de leurs parents, de leurs amis. Okay. Puis du public aussi qu'on a invité à Héritage Saint-Bernard à venir collaborer. Puis tout ça. Fait qu'au lieu de prendre des traces d'insectes comme on avait fait pour le monarque, on a pris des traces de gens qui avaient un rapport avec les hirondelles ou qui n'avaient plus de rapport avec les hirondelles parce qu'on en voit de moins en moins. Ouais, fait que là, donc, il apprenait sur l'hirondelle et puis il apprenait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des hirondelles puis notre sort en bout de ligne. Fait que ça, c'était intéressant. Si on veut le voir, il est encore à Héritage. Oui, il y a une grosse part d'éducation aussi dans ce que tu aimes faire. Je veux dire, c'est peut-être pas tous tes tableaux, mais je veux dire, des collaborations comme ça, tu viens d'en nommer deux, c'est vraiment le fun. Je sais pas si pour toi, c'est un objectif d'en faire ou ça arrive parce qu'on te le propose, mais de travailler avec des jeunes. Non, c'est un objectif qu'on s'est donné, mon épouse Danielle et moi. Danielle est artiste aussi? Non, elle est dans le domaine de l'éducation. Et... puis spécialisée dans l'environnement, puis elle a enseigné longtemps les sciences à tous les niveaux du primaire. Là, ensemble, on s'est dit, on va marier nos deux forces, et donc les sciences, puis les arts, puis je pense que de toute façon, les arts, je trouve que c'est une des plus belles portes d'entrée pour apprendre sur quelque chose qui est un peu négatif puis qui est pas le fun à apprendre c'est pas le fun de savoir que les hirondelles sont en train de disparaître parce que on met trop d'insecticides puis de pesticides puis ça fait que puis c'est plein de données scientifiques puis ça mais tout ça peut rentrer dans la tête des gens puis dans le cœur des gens si ça passe par l'art. Je trouve que c'est plus parce que c'est un vecteur d'émotion, l'art, voilà, tu sais. c'est ça. Mais puis c'est une question que j'avais, comment toi tu vois l'art, mais tu sais, pour moi, premièrement, ça peut amener du beau, ça peut... Mais des fois, c'est juste de voir quelque chose, puis ça fait ressentir sans des fois nécessairement comprendre tout, mais on peut juste... ça l'ouvre un canal ou je sais pas. C'est peut-être pour ça que tu dis... Ça crée une sensibilité. Une sensibilité, puis là, l'éducation peut s'amener d'une autre façon. Puis tout le volet éducatif du projet fait en sorte qu'on peut arriver... Parce que c'est bien beau de mettre la lumière sur un problème, mais c'est le fun avec Daniel, les projets, ce qu'on appelle notre projet Révérence, qui est une série de portraits d'espèces en danger. Ça donne des solutions. L'idée, c'est toujours de mettre la lumière sur un problème, mais toujours apporter des solutions. Puis de faire engager les gens dans une solution. Oui, c'est ça. Tu sais, comme à l'insectarium, pendant les 6 mois qu'on était là, c'était clair qu'on proposait en bout de ligne, quand on voyait le film, puis tout ça, on proposait de créer des jardins pour des jardins avec des fleurs qui donnent du nectar, puis de faire la promotion de l'asclépiade, qui est la seule plante hôte du monarque. Okay. Le monarque, il bouffe juste une chose, l'asclépiade. Okay. Fait que, donc, on faisait la promotion de ça. Fait que ça donne des solutions, tu sais. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Mais... T'as l'impression qu'on contribue puis qu'on fait notre part. Mais avant de continuer, parce que c'est sûr que moi, je voulais qu'on parle d'environnement, parce que j'avais vu en lisant un peu qu'avec ta femme, tout ça, bon. Mais je voulais revenir à l'art, en fait, un peu, c'est ça, tu as lancé la question. Pour toi, c'est quoi l'art? À quoi ça te sert? Puis pourquoi tu avais ce désir-là aussi de créer?
C'est drôle, c'est comme un besoin de... Chez moi, là, c'est un besoin quasiment vital, autant que manger presque. C'est sûr que je pourrais m'en passer puis je survivrais, mais je serais pas le même gars. Je serais vraiment bougon, je serais pas heureux, je serais malheureux, je survivrais, mais sac, la vie serait plate. Puis je le sais, tu sais, je me connais, là, je vais avoir 60 ans en avril, là, j'ai appris à me connaître. Puis je sais que quand je suis en période où je produis pas de l'art, je deviens, après un certain temps, là, après quelques semaines, là, je deviens complètement bougon, puis je suis comme, il y a quelque chose qui va pas bien, puis je l'ai vécu cet été parce que cet été, j'ai construit mon atelier, on a déménagé à Franklin, puis où j'avais un atelier qui était dans la cave pendant 6 mois, là, parce qu'on était en attente que le printemps arrive et qu'on construise l'atelier dehors. Je me suis construit l'atelier de rêve, là, mais pendant 4 mois, j'ai travaillé à la construction de l'atelier. Fait que pendant 4 mois, je n'ai pas produit. Non. Mais c'était constructif, c'était le fun. J'ai aimé ça. C'était une belle expérience. Je vais me créer un lieu. Fait que là, toutes les possibilités sont là. Mais au bout de 4 mois, là, puis j'étais content. Je voyais ça monter. Puis c'était mon atelier de rêve que j'ai rêvé de toute ma vie. Là, je suis en train de le faire, puis c'est le fun, puis j'étais motivé. Mais au bout de 4 mois, là, à un moment donné, là, j'étais vraiment en manque, comme un junkie. Puis quand j'ai pu enfin travailler, là, la bonne humeur est revenue, puis OK, c'est vraiment... Là, je l'ai vraiment senti parce que tout le long, je pensais que j'étais bien heureux. Je pouvais pas me plaindre. Là. J'étais en train de bâtir mon rêve. Là. J'ai comme, c'est ça. Arrête de chialer, tu peux pas chialer. Puis finalement, c'est vraiment ça. Mais la création, ça vient de travailler autre chose. Donc, pour répondre, ça répond pas vraiment à ta question. C'est une réponse très personnelle dans mon cas où c'est vital de peindre. C'est ça. Mais l'art, c'est nécessaire, je pense. Il enlève l'art dans la vie. Il reste plus grand-chose. C'est comme la vie. Puis les gens s'en rendent pas compte, parce que des fois, il y a du monde qui sont pas trop... puis là, je veux pas juger, mais qui aiment pas trop l'art, ça sert à rien, puis tout ça, mais tu fais comme... Mais tout ce qui est beau, l'architecture, c'est une forme d'art, tout... ça rajoute du beau dans la vie, puis on en a besoin, parce que tout est gris, ça met le monde dans un mood... Puis je pense que c'est inné, c'est dans l'espèce humaine, c'est dans même l'espèce animale, on est des animaux, mais il y a aussi de l'art, tu sais, le pan, là. C'est une forme d'art, là. Il fait le sort ses plumes, là, parce qu'il veut séduire, puis il veut contribuer du beau, puis il veut se reproduire, là. C'est ça, mais aussi, c'est ça qu'on fait, là. C'est vraiment nécessaire. Puis s'il n'y en avait pas, on serait vraiment malheureux, puis je pense qu'on n'existerait plus. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que, pas que le monde est blasé, mais je pense que des fois, on s'en rend même plus compte. Je veux dire, les stations de métro, c'était plein de les grands artistes de cette époque-là, du Refus Global qui ont fait, chaque station a des œuvres d'art, mais on va là, puis on le voit même plus. Il y a comme quelque chose à mener, je pense que, je sais pas, on s'en rend plus compte qu'il y en a, mais il y a de l'art là, il y a de l'art. Puis après ça, c'est parce que là, les gens, là, après ça, l'idée, tout ce qui est contemporain, plus qui n'est pas figuratif, là, plus abstrait, là, des fois, les gens sont comme mais là, je comprends pas, mais des fois, il n'y a rien à comprendre. Des fois, c'est juste, juste à regarder, puis ça se peut. Des fois, j'aime ça. J'ai peut-être ralenti un peu, mais j'allais souvent au musée d'art contemporain. Moi, j'aime ça. Des fois, j'y allais, puis j'étais comme... Des fois, ça me rejoignait pas pantoute, puis mais c'est pas que c'est pas beau, c'est juste moi ça marche pas, puis c'est correct, mais tu sais, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est pas, tu peux voir, tu vas mener si tu vas trouver quelque chose que t'aimes là-dedans, c'est tout. Là, complètement, mais c'est sûr que là, l'abstrait, là, on rentre dans quelque chose, des fois, peut-être ça fâche les gens aussi qui font comme, qui ont pas les clés, c'est ça. Je sais pas, là, mais... Mais l'abstrait, il faut vraiment comme... regarder ça comme t'écoutes de la musique. Tu sais, quand t'écoutes une pièce musicale, c'est juste du piano, puis du violon, puis tout ça, c'est comme ça te crée des émotions, mais il n'y a pas de parole, il n'y a pas de clé comme telle sur
qu'est-ce que le musicien voulait exprimer. Ouais, c'est ça. Mais on le sent quelque chose, puis on aime ça. Ben, c'est la même chose avec une œuvre abstraite. Il n'y a pas de clé, mais laisse tes yeux faire la job, puis ouvre ton cœur, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est ça, parce que dans le fond, ça vient juste de m'allumer, mais tu sais, c'est l'idée de, bon, le pianiste, il fait ça, il avait une idée en tête, mais toi, avec qu'est-ce que tu as vécu avec ton truc, ben, tu l'appliques, tu dis, ça vient me chercher ça, mais c'est pas ça qu'il pensait. Ouais. C'est pour ça que nous, les artistes, on aime moins parler puis justifier ce qu'on fait. On aime mieux laisser interpréter. Puis de toute façon, quand tu y penses, une œuvre d'art visuelle, c'est un langage en soi. Ouais. Fait que pourquoi essayer d'utiliser un autre langage pour essayer de dire la même chose? Tu peux pas le dire de la même chose parce que ça a été dit avec ce langage-là, avec des formes, des couleurs, des textures. En fait, l'œuvre est sa justification en elle-même. Ouais. C'est ça. mais ceci étant dit, quand tu fais du figuratif, un peu comme moi je fais, c'est très figuratif ce que je fais. C'est même par moments hyper réaliste. J'aime quand même donner quelques clés. Ouais. Puis ça aide à l'appréciation de l'œuvre aussi. Je pense que quand on connaît un peu d'où ça vient, il y a un petit peu plus de chances de connexion avec ton spectateur. Ouais, c'est ça. Puis j'aime expliquer aussi comment ça a été fait. Puis ça, moi, je suis toujours curieux de savoir le processus d'une œuvre. Ouais, j'aime ça le savoir. Je trouve que ça me fait apprécier plus l'œuvre. Puis je le sens chez les gens quand j'explique comment ça a été fait, puis tout ça, puis j'explique, je donne tous mes trucs. Moi, je cache rien. Après ça, le faire, c'est notre affaire. C'est ça, je regarde, prends une chandelle, brûle les affaires. Puis j'encourage les gens à le faire. C'est vraiment le fun. C'est une technique qui est intéressante puis qui est stimulante. Puis je le vois de plus en plus, là, tu sais, avec Instagram, j'ai plusieurs followers, puis j'ai de plus en plus de gens pour lesquels je suis comme une inspiration, puis ils essayent de reproduire quelques-uns de mes dessins. Puis ils me posent des questions, puis je donne toutes les réponses qu'ils veulent. Là. Je les encourage à le faire. C'est comme comme les maîtres grecs ou je sais pas trop, italiens là, qui avaient des disciples puis qui allaient brûler. Allez brûler du papier. Voici les trucs. mais ouais, en fait, parce que ça m'a juste fait penser, quand tu disais d'over-expliquer, ça m'a juste me ramené quand j'étais au cégep. On a fait le même cégep en film, là, en cinéma. Puis là, on faisait un court-métrage, puis là, il fallait comme... Mais tu sais, je comprends qu'il faut remettre quelque chose, mais tu sais, là, il fallait expliquer. Je me rappelle juste, une année, j'étais comme un peu fâché avec ma prof. C'était Diane, pour pas la nommer. mais c'est correct, c'était pas une vraie chienne. C'est juste qu'on faisait fiction réaliste stylisée. Tu l'avais fait, tu étais plus jeune que moi. Mais fiction, là, c'était comme, OK, il fallait faire un film réaliste, puis après on faisait un stylisé. Mais là, elle m'avait enlevé des points dans le réaliste parce qu'elle a dit, t'as trop de style. Puis là, moi, je m'étais fâché parce que j'étais comme, ça veut dire quoi, trop de style? Puis là, je m'étais pogné avec. Puis là, j'avais dit, quand je vais faire stylisé, je vais te montrer c'est quoi. Mais c'était complètement flyé, là. En fait, j'ai tout fait. Le film était déconstruit. J'éclairais rouge-bleu, mais j'ai fait de manière un peu pas aléatoire. Il y avait quelque chose de subconscient. J'ai créé, puis après, en faisant le texte, là, j'ai comme le rouge, c'est pour ça. Tu sais, puis là, mais ça fonctionnait. Le sens était là. C'est juste que quand je l'ai fait, ça a sorti sans réfléchir. Des fois, il y a un peu de ça. Des fois, je pense qu'on... Complètement. Tu sais, puis les critiques, tout ça, vont suranalyser parce qu'on reçoit, fait qu'on a le temps de... Mais des fois, la création vient un peu, je pense, de... Instinctivement. Là, il y avait un côté que je vais un peu fâché. Je vais tout faire. Puis après, tu fais, mais... Puis j'écrivais pas de la bullshit, ça faisait du sens. C'est juste que quand j'ai dit je vais filmer cette scène-là rouge, j'avais aucun... Sur le moment, c'était plus comme ça va pas me chuter. Puis là, après ça, tu fais oui, ça voulait dire ça. Mais tu trouves des sens, mais en même temps, ça peut venir après le sens, puis ça fait plein de sens. Puis tu dis, c'est pour ça que je voulais faire ça comme ça. Mais en même temps, en l'écrivant, ça peut aussi déjouer un peu ce que tu disais, le côté, le film, il est là. J'ai pas besoin de le redire, tu sais. Ouais. Il y avait ça un peu. Comme là, j'over-expliquais tout. Puis là, tu fais OK, mais...
Les artistes doivent être morts de rire. Je sais pas si ça t'arrive, mais quand quelqu'un essaie d'analyser ton œuvre, tes toiles, pour un réalisateur, un film, puis ils disent, bon, ben là, l'artiste a voulu dire ceci, ils prennent pour acquis que c'est ça, parce que c'est leur interprétation à eux. Mais là, toi qui es l'artiste, qui a fait l'œuvre et qui lit ça, ça pourrait être drôle par moment parce que tu dis, ben c'est pas ça du tout, je me suis zéro dit ça, mais si la personne l'a interprété comme ça, c'est quand même intéressant. Oui, non, moi j'ai toujours, ça m'est jamais arrivé où je me suis dit, ben voyons donc, c'est pas ça pantoute. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Oui, c'est ça, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. C'est ça, c'est toujours bon. Mais on fait... En tout cas, moi, je fais des associations puis des œuvres visuelles qui sont complètement instinctives, mais qui je le sens, je le vois, je veux faire cette image-là, ce visuel-là. Puis je le fais, puis ma blonde, elle rentre, puis elle dit, ben OK, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas, je veux faire ça. Puis là, on en parle ensemble, puis elle me pose des bonnes questions, puis ça, puis ensemble, on trouve le sens de l'œuvre, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond. Ça vient dedans, je sais pas d'où. Mais parce que le subconscient, il y a quand même, c'est ça, ça vient de nos idées. Ça sort sans qu'on comprenne, parce que ça passe pas par le conscient. Tu sais, là, je pense que des fois, surtout avec ta technique, c'est de l'instinct. C'est quelque chose, mais ça vient de tes idées. Ouais. Nécessairement de ta philosophie de vie. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que après ça, tu peux faire, ah ben oui, c'est ça que je voulais dire, mais c'est ça que je pense. Mais je pense un peu à... Il y en a une, c'est un oiseau avec une goupille de grenade. Ou avec une, fait, la première que j'ai fait comme ça, d'ailleurs, c'est une c'est comme un greatest hit. C'est comme Can't Get No Satisfaction. Là, si j'étais tu ferais une tournée, tu vas te faire une tournée greatest hit avec ma grenade. Il y a des tatous partout sur la planète de cette image-là. Quand je l'ai fait, j'étais sur une série sur les insectivores, les oiseaux qui disparaissaient, puis à cause de l'homme, puis tout ça, puis là, je suis arrivé à la conclusion qu'une des inventions humaines les plus méchantes, absurdes et inutile, c'est la grenade. Mm-hmm. C'est un fusil, tu peux comprendre, tu peux t'en servir pour chasser. Te nourrir. C'est ça. La dynamite, ça peut ouvrir un tunnel, ouvrir une fondation, quelque chose. Mais une grenade, à quoi d'autre que ça sert qu'à tuer un autre homme? C'est comme... Ça. Fait que pour moi, ça, c'était le summum de l'invention humaine la plus destructive, la plus destructive et la plus méchante et inutile. Puis là, je mettais un oiseau dessus, puis là, je disais, regarde, ici, il tire la grenade, puis s'il tire la goupille, mais il y a comme une notion qu'on sait tous que tu tires la goupille, tu as 4 secondes, puis il faut que tu lances la grenade. Il est perché sur la grenade, fait que c'est ça. Quand j'ai fait ça, c'était instinctif, mais après ça, quand tu l'analyses, cette image-là, là, ça a plein de sens. C'est vraiment une illustration forte de l'époque dans laquelle on est. Ouais. On est on the verge of exploding. C'est comme, si on tire la goupille, il y en a 4 secondes, en fait, minuit moins une. Je pense qu'on a déjà tiré, juste comme sur le bord de décrocher. Comme. C'est l'ère de, tu sais, l'Anthropocène, là, si tu connais l'Anthropocène, là, la nouvelle époque dans laquelle on est, où l'humain a contribué au changement climatique. C'est ça. C'est comme à cause de ça, de cette grenade-là, qui est une invention humaine, ça fait exploser toute l'évolution de la planète est changée par notre présence. C'est dans cette image-là. Tu sais. Puis l'oiseau, pour moi l'oiseau, je dessine beaucoup d'oiseaux. Je suis un amoureux des oiseaux. Puis en fait, l'oiseau, pas juste parce que j'aime les observer puis je les trouve beaux puis tout ça, mais c'est pour moi ça représente la fragilité de la nature. Puis ça fait plein de sens de coller un oiseau tout le temps sur quelque chose qui est destructeur. C'est clair. Mais puis en même temps, moi je pensais à ça, tu sais, je lisais un peu surtout hier, puis là, tu sais, je voyais vraiment le côté environnemental avec ta femme là, que vous êtes, puis on a parlé, on peut rentrer là-dedans, mais tu sais, je trouvais ça
l'idée, tu peins le feu, mais la planète est comme en train de brûler les feux. Complètement. Fait qu'il y a quelque chose de comme... C'est comme si tu prenais un peu... Là, on parle juste de l'Australie là, qui est en train... Ça vient de finir. Là. Ça finit, mais je veux dire, ça... Je me rappelle plus, mais ça brûlait. Ça faisait 6 mois. Ouais, ça va pas juste avant, c'était à l'Amazonie. L'Amazonie, c'est ça, mais ça n'arrête pas. Mais toi, c'est comme si tu prends ça pour... créer des œuvres qui vont... Je trouve que c'est comme... Ta technique est complètement dans le... Et dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Il y a quelque chose qu'on se disait tantôt que c'était préhistorique. Non, puis que complètement dans l'air. Mais c'est l'idée que tu prends la suie, en fait, tout a brûlé, puis là, tu prends ça pour faire du beau, tu sais. Il y a comme... Ouais, pour moi, ça fait plein de sens de parler d'environnement avec un élément de pollution. Tu sais, la suie, c'est du noir de carbone, c'est le shit qu'on met dans l'air. Ouais, c'est ça. Qui est la pollution, puis tout ça. Fait que c'est comme... Ça fait du sens. Ma prochaine expo, c'est au mois de mai. OK. Puis c'est à New York. Puis le titre de l'expo, c'est « Fire, Fire, Fire ». C'est 3 « Fire », point d'exclamation entre chaque. Pour le cri d'alarme. C'est exactement ça. J'essaie d'illustrer puis de mettre la lumière sur la crise environnementale dans laquelle on est. Puis j'essaie de trouver des façons d'en parler puis de demander aux gens qui vont venir voir l'expo de passer à l'action. Ouais. Je suis beaucoup inspiré par Greta Thunberg. J'ai fait son portrait. Oui, j'ai vu ça. Je vais exposer son portrait. J'ai fait un bon portrait d'elle. Puis à côté de ce portrait-là, je mets un instincteur sur lequel il y a une partie d'un de ses discours qu'elle a fait. Puis ses discours sont tout le temps bien punchés, puis ils sont bien écrits. Elle est vraiment douée, cette jeune fille-là. Elle est inspirée, elle a un appel profond, puis elle protège la planète, puis elle nous pousse à passer à l'action, nous les adultes. Puis c'est ça, elle dit, en grosso modo, elle dit « The house is on fire, I want you to take action ». Puis j'ai écrit tout un texte sur un instincteur. On est vraiment dans un air où le feu est une illustration précise du réchauffement de la planète. La planète est rendue... On a augmenté d'1 degré et point quelques. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que ça assèche beaucoup les terres. Puis ça, puis les feux, là, récemment, en Australie, c'est ça. C'est que il faisait trop chaud, il pleuvait pas, il faisait des 40 degrés. Puis comment veux-tu arrêter un feu s'il fait super, super chaud puis ça arrête pas? Tout est sec. C'est comme... Non, puis le désert n'arrête pas de grandir en plus là-bas. C'est ça, fait que c'est... Puis bien souvent, c'est des feux que nous, on a partis pour clairer des terrains, pour planter des avocats, tu sais. Ou, je sais pas, n'importe quoi. C'est ça. Pour faire de l'argent. Fait que, mais je voulais parler aussi parce que là, tu l'as mentionné, tu vas en expo à New York, mais tu sais, l'idée que c'est ça, t'es connu comme à travers le monde. Puis ici, peut-être un peu, en tout cas, peut-être plus récemment, mais y avait-tu cette idée-là OK, faut dans le fond, tu es connu ailleurs, l'espèce de... On n'est jamais prophète en nul, on est prophète dans son pays. Je sais pas comment tu vois ça, ou c'est plus... Mais, je suis toujours pas très connu ici au Québec, mais je suis pas extrêmement connu non plus ailleurs. Je dirais que je suis assez connu sur les plateformes comme Instagram, puis Facebook, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup des films que j'ai dans lesquels on me voit travailler, puis c'est devenu comme viral. Mais je suis pas une superstar. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens que mais là, tu vas faire des shows à New York. L'idée que ça fonctionne quand même un peu ailleurs, ça va être intéressant. C'est vrai que ça fonctionne plus ailleurs qu'ici. Puis c'était drôle parce que l'exposition que j'avais fait à Montréal il y a comme 4 ans de ça, ou 4-5 ans de ça, j'avais eu... C'est là où le film Firepainter est apparu, est sorti. Puis c'est devenu viral, puis il y a des millions de views, puis tout ça. Puis il n'y avait rien à Montréal. Il n'y avait pas un article dans le journal, il n'y avait pas de couverture vraiment.
Puis j'en avais parlé à une amie qui était une amie de Francine Chaloux. Francine Chaloux, c'est l'attachée de presse de Céline Dion. Puis elle avait vu mon travail, puis elle dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, comment ça qu'on n'a pas parlé? Faisais un autre expo, Steve. Elle était voir mon expo, elle m'a appelé, on s'est rencontrés, puis elle dit, fais-moi un autre expo, puis tu vois ça, tu vas te faire. OK. J'ai fait un autre expo comme 6 mois plus tard, puis elle s'est arrangée, puis elle m'a... Elle a envoyé des communiqués de presse, puis tout ça. Puis là, c'est là où j'ai eu le dieu du feu. Le dieu du feu. Je pensais à la télé, puis tout ça. Mais autrement, non, j'ai pas... mais la peinture, en même temps, on demandera à des gens de nommer des peintres québécois il y en actuels. A pas beaucoup, non. Les gens connaissent... Marc Séguin. Ouais, c'est ça. Puis les références sont plus vieilles, ou, je veux dire, c'est un peu niché, puis... Il y a un public pour ça, mais... C'est pas dans notre culture. Pas dans notre culture, peut-être. Là, alors que dans le New York Times, c'est un cahier spécial. C'est juste les arts visuels. C'est un cahier, là. C'est comme plusieurs pages. Ici, dans la presse, c'est un article le samedi. Oui. J'avais reçu en entrevue, tu dois le connaître, Bruce McGowan, qui est les riverains, je pense aussi. Oui. Ben, il avait plus dans la région, mais... Il était à Léry, lui. Oui, il était à Léry, puis qui a grandi là, puis qui est un artiste peintre aussi, puis qui fait des expositions à travers le monde. Il se promène, mais tu sais, je veux dire, puis c'est super beau ce qu'il fait, vraiment dans un autre style, mais puis il vient de la publicité, puis justement, c'est très, très intéressant son travail, mais personne ne le connaît ici, là. À part les gens qui suivent peut-être sur Instagram, ou qui ont une passion pour ça, ou qui s'intéressent à la peinture, mais le commun des mortels va pas vraiment dans des expositions régulièrement. Là. On sort pas tant au musée, c'est comme le théâtre. Les gens ont peur d'aller dans les galeries. Ouais. Comme, je peux-y aller. Ouais, c'est ça. Je fais une exposition, puis là, j'invite tout le monde, puis je dis, ben, le vernissage est telle date, puis ça. Est-ce que je peux y aller? Ben, oui. Est-ce que ça me prend comme quelque chose? Non. Non. Juste franchis la porte. Tu vois ça qu'on va t'accueillir. Non, parce que... puis même moi, des fois, faut que je pense d'y aller, mais il y avait, il y a à Montréal, Simon Blais, là, qui était la galerie assez connue. Là, lui, c'est lui qui a tous les automatistes, là, qui s'occupe de toute cette gang-là, le refus global, là, mais puis c'est lui aussi, il y a Marc Séguin. Puis, parce que j'avais fait une petite vidéo, c'était pas pour la télé, mais j'avais aidé quelqu'un sur un tournage. Là, j'ai un blanc de son nom, là, juste parce que je vais en parler. Là, mais c'était la seule femme signataire du refus global. Là, elle était plus en danse. Elle a viré en peinture. J'ai vraiment un blanc, puis là, je me sens mal. Mais on va la retrouver. Mais en fait, il y avait une vidéo sur elle. C'est la seule qui est encore vivante. Puis là, j'étais allé là, mais après ça, tu sais, j'ai liké la page. Puis là, il y a des vernissages. Puis tu sais, là, j'ai fait, je peux y aller. Puis j'étais allé à un, là, c'était des Ontariens, je sais pas trop là qui étaient là. Puis j'étais allé, puis au début, tu te rends, c'est quand même un peu... OK, parce que là, t'as du monde là, tu sais, en plus, pas business, mais tu sais, qui sont là, qui checkent. Mais je suis comme, du vin, c'est gratuit, OK. On a l'impression quand même, va pas, il y a du vin, il y a des trucs, comme... On a quand même l'impression que là, ça appartient à une élite. On a l'impression, je sais pas si c'est le cas, là, mais... Tu dis, je connais rien là-dedans, donc c'est pas pour moi, tu sais, alors que, voyons. Non, mais en même temps, ils savent pas que j'ai pas l'argent pour acheter. Mais non, ils s'attendent pas de ça. Peut-être qu'ils pensent que je peux l'acheter. Mais c'est pas juste une question d'acheter, mais de vendre les tableaux, puis tout ça, c'est des partagés, tu sais, c'est comme venez voir, tu sais, puis venez en parler, puis... C'est fait pour être vu, là. Fait que venez voir. Tu sais. Ah, c'est ça. Mais oui, mais il reste qu'il y a des gens qui sont complètement le contraire, qui vont dans tous les vernissages, puis ils se bourrent la face. Ah, c'est ça. Ça doit. Puis, ça m'est arrivé, il y a, je pense à Boston, il y a un gars qui est rentré, puis le galeriste, il était le voir, puis j'ai vu qu'il y a eu une petite discussion, puis le gars, il est reparti. Puis là, j'ai été le voir, c'est comme... Pourquoi il y a eu quelque chose, je sentais que tu étais un peu agressif. Disons, lui, là, il vient, là, puis il prend des sandwichs, il les met dans ses poches, puis il sort. Fait que là, ça fait 3 fois qu'il fait ça. Il le fera pas une 4e fois. Ouais, c'est ça, il va faire dans le visuel. C'est ça. C'est comme des... Au moins, il fait le tour. Elle regarde un peu. Elle a l'air intéressée. Non, mais moi, j'avais très ça le fun, parce que justement, une année, je fais, mais l'artiste, il est là. Ouais. Puis je fais...
j'étais allé y parler. Je suis comme, OK. J'ai demandé des questions, tu sais, sur comment lui, c'était l'extrême pixelisation. Là, il fait point par point. J'ai oublié son nom, c'est un Ontarien, mais là, écoute, il me disait le temps que ça prenait, il fait point par point. Là, puis c'est méditatif, son affaire, là, puis c'est super long. Mais je parlais, je posais des questions, puis c'est ça, c'est le fun. Oui, mais c'est pour ça que ça existe, les vernissages. C'est le fun, tu peux rencontrer l'artiste, puis lui poser des questions, puis voir son point de vue, puis c'est toujours agréable. Tu sais, quand tu as rencontré l'artiste, tu as toujours un petit peu plus d'affection pour son œuvre. Exactement, c'est ça. Tu as l'impression de le connaître plus, puis... Comment ça se passe, justement, quand tu exposes à l'étranger pour transporter tes œuvres? Des fois, sont très grandes. Toute les coulisses de la logistique de ça, quand tu traverses l'Atlantique, par exemple. C'est toute une business. C'est tout un volet de la vie d'artiste que les gens ne soupçonnent pas. Les gens t'imaginent toujours passer ta journée devant un chevalet à dessiner puis à peindre puis ça, mais c'est peut-être 75% du temps, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. C'est de la préparation, c'est de la recherche, c'est de la négociation, c'est de la paperasse, c'est de faire le certificat d'authenticité, c'est de vernir, c'est d'encadrer, c'est de faire les crates pour le shipping, c'est d'organiser le transport, les douanes, tout ça. Il y a vraiment, c'est une business. Fait que peindre... Il te reste pas... C'est sûr que si j'avais toute une équipe... puis je serais un peintre hyper connu qui vend ses tableaux des centaines de milliers de dollars. J'aurais pas ce souci-là. Je serais juste en train de faire ce volet-là. Mais c'est pas vrai parce que j'aurais aussi la promotion, puis je serais en demande, puis des entrevues, puis ça fait que ça serait une autre affaire. Des conférences. Ça serait jamais 100% devant un tableau, tu sais. Ouais, c'est accaparant, ce volet-là. Mais ça fait partie de la game aussi. Puis c'est toujours bon de le faire parce que, ultimement, c'est pour te faire rayonner, c'est pour faire voir tes œuvres. Fait que moi, je peins pas pour... Je peins d'abord pour moi, pour me satisfaire parce que j'en ai besoin. Mais en même temps, j'aime partager, j'aime le montrer, tu sais. Fait que s'il faut que je fasse tout ça pour que ça se ramasse en Norvège en train d'être vu par des Norvégiens, je vais le faire, tu sais. As-tu justement des anecdotes reliées à ça, des endroits de t'exposer qui, je sais pas, que tu as été surpris, impressionné par l'ampleur que ça a pris ou l'intérêt que tu as reçu à cet endroit-là, ou as-tu été dépaysé, ça t'a amené à voyager pas mal, d'exposer dans des lieux où tu n'es jamais allé, tu rencontres des gens que... Un fanbase peut-être que tu avais soupçonné. Est-ce que ça t'est arrivé, des trucs comme ça? Oui, je vois, comme à Boston récemment, il y a 2 ans, j'ai eu des belles histoires où des gens qui se rencontraient à mon exposition, qui étaient un peu partout aux États-Unis, comme le père, le fils puis le cousin, qui essayaient de tout le temps s'organiser pour se voir, mais dans un lieu commun parce qu'ils sont dans des États différents. Puis ils s'étaient donné un point de rencontre à mon expo parce qu'ils étaient 3 fans de mon travail. Ça, c'était wow, ça, c'est cool, ça. Je suis dans leur vie. C'est la famille. Puis en Norvège, un peu. J'ai un peu de fans en Norvège. J'ai des fans un peu partout, mais des histoires comme ça, c'est toujours amusant. Ou j'avais tellement hâte que tu viennes dans ma ville, puis ça fait longtemps que je te suis. Ça, c'est wow. Comme un artiste rock, cool. Là. J'avais hâte que tu sois de passage. Quand même pas. Non, mais en fait, moi, ça passe comment, en fait, de dire, là, tu sais, comme faire... Est-ce que c'est New York? Est-ce que c'est toi qui envoies des demandes pour faire des expos? Ou la Norvège? En fait, ça s'est passé comment? C'est plus ça, mon interrogation. La Norvège, c'est arrivé parce que j'exposais à Montréal à la galerie COA, qui était la galerie qui me représentait. Lui, Jean-Pascal, le propriétaire, avait un contact avec un autre galeriste de Stavanger en Norvège. Il m'avait acheté des tableaux, puis il est vraiment bon, ton artiste, puis ça.
Puis là, ben Jean-Pascal, il dit, ça te tente-tu d'avoir un expo? Je vais vous mettre en contact, puis on s'est mis en contact, puis voilà. Donc ça, c'est la Norvège, mais... Enfin, c'est beaucoup un truc de contact, en fait. C'est ça. Souvent, c'est ça. Le seul qui est vraiment venu là, de nulle part, c'est mon galeriste principal maintenant, c'est Adelson Galleries, qui lui, avait une galerie à Boston qui a fermé, qui ouvre à New York. OK. Qui avait déjà une galerie à New York aussi, mais qui a maintenant une galerie à Miami. Enfin, c'est une grosse famille de négociants en art. Lui, Cole Call. Ah oui, direct. Mon nom, c'est Adam Adelson. J'aimerais ça te rencontrer. J'aime ce que tu fais. Puis ça, je suis de Boston, mais je pourrais aller te voir dans une semaine ou deux. Puis, puis il est venu. Et je l'ai accueilli chez nous. On a jasé un peu. J'ai aimé son discours. Ça, c'est la meilleure des façons d'être représenté parce que tu sais que son intérêt puis pour ton travail est authentique. Il aime vraiment ton travail. Puis quelqu'un qui aime ton travail, il va bien le vendre. C'est clair. Là. Parce qu'il va être convaincant. Parce qu'il est convaincu. Fait que ça, c'était parfait. Puis ça reste que c'est ma meilleure galerie. Tu vois, j'avais une galerie aussi. J'avais une galerie en Norvège. J'avais une galerie dans une petite ville de York, au UK. Je me suis retiré de ces deux-là parce que c'était des petites galeries. Puis je trouve que j'arrive à un certain stage dans ma carrière puis dans mon évolution où il faut que je joue dans des bonnes équipes. Je suis comme un joueur de hockey. Je suis rendu dans la Ligue nationale. Puis là, je ne devrais plus jouer pour le junior de Stavanger en Norvège. Je devrais être dans l'équipe senior de Oslo. C'est ça. Alors, c'est ça, je me suis retiré là, cette année. Puis cette année, j'ai juste une seule galerie, c'est celle Adelson, qui est à New York et Miami. Fait que là, je suis à la recherche là, d'une galerie à Toronto, d'une nouvelle galerie à Montréal aussi. Puis, forcément, de la côte ouest américaine. Puis en Europe, je vais attendre encore un peu parce que c'est très compliqué, tout le transport, puis... Puis j'en ai pas vraiment besoin. C'est comme... Je peux pas produire plus qu'il faut. Je peux pas avoir... J'aurais comme bien du staff qui travaillerait pour moi. Ils pourraient pas quand même tenir la chandelle puis faire le dessin que je voudrais faire. Ils peuvent... Il faut que ça vienne de moi. Parce que je suis seul à le faire. Puis ça pourrait pas être autrement, tu sais. Il y a des artistes, beaucoup d'artistes qui ont des assistants, des assistantes qui travaillent sur le tableau puis qui font des grandes parties des tableaux puis tout ça, puis c'est correct. Ah ouais, c'est commun, ça, déjà. Oui, complètement. Mais c'était le même à l'époque, les Italiens, là, les maîtres, les disciples faisaient beaucoup de choses. Eux, ils arrivaient à la fin, ils signaient dans le bas quasiment. Oui, c'est ça. Puis ça dépend. Il y a une série Netflix qui s'appelle Abstract. Oui, c'est bon, hein, cette série. C'est bon, j'ai commencé, en fait, j'ai juste les 2 premiers, mais là aussi, à matin, j'ai de la misère avec les noms. Là, je pense que je fais ça. Mais il y en avait un qui travaille beaucoup avec la lumière. Lui, c'est plus... Olafur, c'est ça. Mais lui, c'est des méga... des fois, ils sont plus petits, mais c'est beaucoup de grosses installations. Fait qu'il a besoin d'une équipe parce que il crée des trucs en métal pour soutenir ses affaires. Fait qu'il y a du monde qui soude, parce que sinon... Parce qu'il faisait une pièce, c'est une pièce d'un hangar au complet. C'était le travail de la lumière. Il a besoin d'installer des spots, des affaires, les miroirs pour faire les jeux. Fait que lui, c'est dans un contexte quasiment d'architecture. Puis lui, il a besoin de gens, là, il peut pas souder toutes les patentes, là, il n'aurait jamais fait ces envergures-là, tu sais. Non, jamais. Fait qu'il y a ça, mais mais dans ton cas, c'est autre chose, parce qu'il y a quelque chose de plus, pas petit, parce que mais tu sais, dans le sens, quelque chose, c'est plus personnel. C'est plus personnel, c'est la flamme, tu sais, c'est comme tu tiens le truc, puis c'est ça, mais après ça, c'est pas un montage, tu sais, c'est ça. Non, bien souvent, mais certains de mes artistes préférés, c'est des gars comme lui, ou des femmes comme lui, qui ont des grosses équipes, là, puis qui font des œuvres d'envergure extraordinaire. Mais ça me fait juste penser, tu trippé sur son affaire d'iceberg, là?
Ah, c'était fou, là. Mais tu sais, moi, j'aurais aimé faire ça. Ouais. J'aurais eu l'idée, mais j'aurais eu jamais les moyens de le faire. Ça, lui, c'est quoi? Mais c'était à Londres, en fait. Mais je pense qu'il l'a fait à 2-3 places, mais il a pogné, c'était un des derniers un glacier en Islande qui était en train de disparaître. Là, je pense qu'il a disparu, en fait. Puis il est allé chercher un chunk. Des chunks. Mais un gros, là. Que tu mets sur un gros flatbed, un gros immense, camion. Là. Il l'a amené à Londres, puis il a mis ça dehors. Ben, c'était lors d'un colloque international sur l'environnement. Fait que là, il s'est dit, regarde, je vais amener les changements climatiques que le pôle Nord est en train de fondre. Ouais. Puis c'est très concret. Hein? Tu le voyais, là. Tu voyais, puis pendant les jours qui suivaient, il rétrécissait, puis il disparaissait. Il une flaque. Ah ouais. Mais pour pouvoir faire ça, c'est génial qu'il ait eu l'idée. Parfait, bonne idée. Mais maintenant, il faut que tu le fasses. C'est ça qui arrive. Ça prend dans un sens, c'est simple. C'est genre, je mets de glace, c'est là. Mais il faut que tu l'amènes. C'est tout le truc. Parce que le monde de l'extérieur fait c'est con, il a juste mis de la glace à terre. Moi aussi, j'aurais pu faire ça. Oui. En réalité, oui, parce qu'il n'y a pas. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas sculpté, là. Pas sculpté, il a pris, il l'a mis là. Mais ça t'a fait réfléchir, puis ça t'a fait voir un glacier qui est en train de fondre. Au cours de la semaine, tu as pu ça a y toucher. Après 7 jours, il n'était plus là. C'était de l'eau à terre. Puis c'est génial, tu as pu y toucher, tu as pu toucher à cette matière-là qui était là-bas. Puis ça te fait prendre conscience qu'on est tous connectés, qu'on respire, comme l'air que j'émane dans ton... On est tous complètement connectés. Parce qu'on le voit dans le truc, parce qu'il retourne avec une assistante où il était cherché, puis il monte justement un morceau, puis il dit regarde les bulles, puis ça c'est de l'air qui s'est emprisonné là depuis peut-être 10 000 ans, whatever. Puis là ça va fondre, fait que ce temps-là revient, ça fait 10 000 ans qu'il est comme dans la glace. Puis là, tu fais, il y a comme plein de couches de réflexion. C'est pas juste mettre un morceau, un chunk de glace. Mais dans ce que lui, il crée, parce que tout est, comme je te disais, c'est de l'envergure des montages, mais ça, c'est comme dans ce qu'il fait, c'est l'affaire la plus simple, entre guillemets, là, dans le sens... C'est un acte concret, dans le sens que là, c'est des montages, fait des soudures, des setups de lumière, des patentes. C'est comme non. Mais il y a plein d'équipes, puis j'imagine qu'il y a des équipes très... je sais pas, macro. Mais c'est rendu une PME, parce que là, dans le truc, tu vois, à Star, il fait de l'architecture, là, il a fait un building en Islande, il a fait là, tu fais comme, OK, là, c'est rendu pété, mais ça rejoint ce qu'on disait au début, tu sais, l'art, le beau. Tu sais, lui, il a fait, je vais me mettre dans l'architecture, je vais faire des buildings qui sont beaux, tu sais, comme tanné de voir le truc carré. On va, comme, allons. Lui, il pousse le truc dans le fond, là, mais c'est rendu une PME. Il y a un artiste chinois qui s'appelle Ai Weiwei. Ah oui. Ai Weiwei. Mais lui, c'est... Lui aussi, c'est un peu ça, tu sais, comme aux Olympiques, l'espèce de stadium en forme de nid. Le nid d'oiseau, c'est lui qui a fait ça. Mais il est vraiment... C'est le fun. Il y avait un documentaire aussi sur lui. Il était sur Netflix, je ne sais plus s'il est là encore, là. Mais lui... il était souvent contre le gouvernement. Toute son œuvre est politique. Ça, moi, j'admire beaucoup ce travail-là. As-tu des gens que tu admires, justement, que tu as eu la chance de rencontrer? Ou juste du monde qui t'ont impressionné? J'ai pas eu de... Je suis pas un fan, comme maniaque, là, mais il y a un artiste que j'ai pas mal tous ses livres, c'est Chuck Close. Chuck Close, c'est un artiste américain qui est toujours vivant. Il fait des portraits, mais il fait des portraits hyper réalistes. Puis il a commencé sa carrière quand il était dans les années 60, où il faisait des grands portraits hyper réalistes au airbrush, mais c'était des photos, là. Puis il y a eu une crise de cœur, puis il est devenu un ACV, je veux dire, puis il est devenu un peu paralysé, puis là, il est en chaise roulante, puis il peint d'une autre façon, puis c'est vraiment fantastique tout ce qu'il fait. Lui, j'ai failli le rencontrer, puis je devais le rencontrer parce que j'ai un collectionneur qui était sur le board de CA du Knoxville, Tennessee Art Museum. Puis ils avaient une exposition de l'œuvre de Chuck Close, puis Chuck qui était supposé d'être invité à l'ouverture. Puis
Donc, mon collectionneur qui m'avait acheté des tableaux, il savait que j'étais un fan. Viens passer le week-end, tu vas le rencontrer, puis ça, il va venir. Puis là, j'avais passé le week-end, mais finalement, Chuck Close, il était malade, puis il n'a pas pu venir, et que j'ai pas rencontré. Ça a été mon plus proche de rencontrer un super gros artiste. Mais non, j'en ai jamais rencontré. J'aimerais ça, pardon. Ben oui. M'asseoir avec Hey Oui Oui. Oui. Mais j'aime mieux Eliasson parce que, tu vois, il est plus environnemental. Il est très environnemental. Moi, c'est plus mon sujet. Mon sujet, c'est vraiment l'environnement. Ça fait, je sais pas, 6-7 ans là, que je travaille tout le temps là-dessus. C'est toujours en rapport avec l'environnement puis la crise climatique. Ouais, puis moi, il m'a vraiment fait capoter parce que, tu sais, travailler en cinéma, l'éclairage, puis là, il me faisait penser à des affaires. Oui, puis c'est un danseur aussi. Ce gars-là, il est comme... partout, là, il fait tout. Mais c'est bien spécial, là, ce qu'il fait. Puis, mais c'est ça, l'environnement, toute son installation dans le hangar, mais c'était l'idée de créer comme un faux soleil. Ouais. Tu avais l'impression que c'était tout en smog. Là. En tout cas, il jouait mais c'était juste des ondes. Parce que c'était à Londres. C'était très beau. Mais Ai Weiwei, c'est parce que lui, il est chinois, fait que c'est très politique avec le gouvernement. Là, fait qu'il n'est pas tant dans l'environnement, quoi qu'il doit être touché un peu, mais il est vraiment dans... Parce qu'il écoute, il a talonné... parce que même dans le documentaire, on le voit, il se fait surveiller tout le temps. Il y a eu comme 8 caméras. Mais là, il est un peu... Vu qu'il se fait filmer, il dit, tu sais, je suis correct. Puis il disparaît. Pendant une année, le documentaire, il s'est fait enlever par le gouvernement. Pendant comme... Parce que l'équipe est là, puis il est plus là. Il vient de filmer le matin, puis là, il n'est jamais rentré hier. Puis il a comme disparu. Puis il revient. Puis là, tu fais OK, même lui qui est comme hyper il connu. Être protégé parce qu'il est... Hyper connu. Il y a du monde qui sont là pour le filmer, genre. Le gouvernement s'en fout. Ils sont allés jaser dans le casque, mais... Puis tu sais, il est hyper connu. Tu sais, à Berlin, des grosses expositions. Les enfants, c'est quelque chose, j'en ai déjà entendu parler. À Berlin, il a fait une installation avec... Il a pris un village, je ne sais pas trop où, en Chine. Il a pris un village au complet. Le village au complet a été impliqué dans son œuvre. Ils ont fait en porcelaine des graines de tournesol. OK. Toutes en porcelaine, peint à la main. Chacune des graines. Ils ont rempli le Tate Museum au complet. Imagine comme un gymnase, là, mais 2 gymnases, là, plein de ça d'épais, de graines de tournesol. Fait que tu rentres dans la pièce, tu enlèves tes souliers, puis tu peux marcher là-dedans. Ouais. C'est fantastique. Là. C'était beau. Là. Puis là, sur eBay, tu peux acheter des graines de tournesol qui en ont mis dans leur poche, qui n'avaient pas le droit. C'est ça. Ouais, c'est dur un peu à... Il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est... non! Ah oui, son nom m'échappe. Là, il va me revenir, c'est un nom grec. J'aimerais t'aider, mais... Il fait, tu sais, la grosse bine à Chicago, une bine en chrome. Ouais. OK. Je sais pas ça. Amish Kapoor. Okay. Amish Kapoor. OK. Lui, je connais pas ça. Lui aussi, c'est un artiste à découvrir parce qu'il fait des œuvres gigantesques. Comme ça, tu sais, cette bine-là fait en sorte que Chicago, c'est la map mondiale. C'est une œuvre qui a coûté plusieurs millions. Mais j'ai vu une entrevue du maire de Chicago qui disait on a bossé le budget puis tout ça, mais les retombées sont extraordinaires. Là. On envoie rien que ça, des photos. Le monde. Chicago, c'est la seule affaire, on dirait qu'on. C'est d'autres à Chicago, c'est pas. Il y a bien. C'est tellement simple en plus. Amish Kapoor, il est vraiment trippant. Lui, il fait des grandes installations. C'est super beau. Puis il a acheté le noir, il a acheté une couleur. Il a acheté les droits. Il est le seul à pouvoir l'utiliser. Ouais, puis c'est un noir qui absorbe la lumière. J'ai entendu parler de ça. Ouais. Puis c'est cette espèce de noir qu'on met sur des avions furtifs, tu sais, pour pas qu'ils soient dessinés. Puis, parce que toute la lumière est absorbée. Là, vraiment, c'est comme un noir pur. Puis ça a été très controversé parce que, voyons pourquoi un humain, une personne serait propriétaire de cette couleur-là, voyons donc. Ouais. Mais les humains, on est de même.
Yves Klein, mais je m'en allais dire ça parce que Klein, ben lui, au moins, il l'a fait. Ouais, mais c'était comme un... Elle n'existait pas. Mais c'est un peu comme un gag aussi, parce que c'était les nouveaux réalistes. Là, il était en mode... Parce que j'ai fait, au cégep, justement, j'ai un travail, on avait de l'histoire de l'art, puis j'ai fait un travail sur Yves Klein. OK. Puis il était fasciné, là, je trouvais ça... Mais tu sais, les nouveaux réalistes avec les dadaïstes, là, pour expliquer rapidement aux gens, mais eux autres étaient comme en mode un peu... Exploratoire. Exploratoire, mais comme pas se moquer, mais étaient contre un peu... Mais c'est les néo-réalistes, c'était le pendant européen du pop art. Ouais, c'est ce qui se passait ici avec Andy Warhol, puis tout ça, tu sais, de reprendre ce qui nous était quotidien mettre ça dans l'art. Eux autres, ils faisaient ça en Europe, puis ils se parlaient pas vraiment. Puis c'est deux mouvements qui ont apparu en même temps. Ensemble, mais eux étaient vraiment contre l'establishment. Aussi, ouais. Parce que justement, quand il est arrivé avec son bleu, le bleu Klein, c'est comme ça, c'est mon bleu. C'est un peu une gag de comme c'est bleu, mais c'est ma teinte de bleu. C'est le bleu international Klein. Il n'avait pas fait un expo, c'était différentes grosseurs, mais c'était juste bleu uni. C'est des monochromes. Des monochromes, mais c'était toute la même affaire. Puis là, il avait rempli la salle de ses amis. Puis là, il était ah oui, ça vaut 200 000. Puis ça, celui-là n'a pas réussi, mais c'était toute la même affaire. C'est pareil. Puis là, le monde voulait s'arracher les cheveux, tout le monde était fâché. C'est l'art conceptuel. Lui, il a poussé l'affaire à l'extrême. Dans toute l'histoire de l'art, je trouve que c'est lui qui l'a poussé à l'extrême. Il a vendu un cube d'air. Un mètre cube d'air au-dessus de la scène. Puis c'est ce cube d'air-là que tu achètes. Fait que donne-moi de l'argent, puis je vais te le vendre, puis je vais te donner un certificat d'authenticité. C'est ta cube d'air-là, t'appartient. Ouais, ce mètre cube d'air-là t'appartient, c'est au-dessus de la scène. Puis le geste, il demandait un lingot d'or pour son cube d'or. Son cube d'air. Puis il prenait l'or, puis il la pitchait dans la Seine, dans la rivière. La Seine. Ah oui. Fait que, tu sais, vendre de l'air, c'est exactement ça qu'il a fait. Puis il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il était complètement fly. Lui, je l'ai découvert en même temps que j'ai découvert mon processus à moi, parce que quand j'ai découvert, je dessine avec le feu, tout ça, j'ai fait de la recherche tout de suite, c'était en 2001. L'Internet était existant, puis, mais il n'était peut-être pas aussi volumineux qu'aujourd'hui. Il y avait un peu ça existait quand même. Puis les premiers artistes qui ont travaillé avec le feu que j'ai trouvé, c'était Yves Klein, parce que lui, il a fait des fire paintings. Puis, ce qu'il faisait, lui, s'il prenait des torches, mais des astiques de lance-flammes de guerre, là, il shootait ça sur des grandes toiles qui avaient préalablement mouillé avec des corps de femmes nues qui mouillaient. Puis il demandait aux femmes de se coller dessus. Lui, il faisait beaucoup ça. Parce qu'il faisait ça avec la peinture bleue aussi. Il peignait les femmes en bleu. Puis il se couchait dessus, puis après ça, il prenait par les pieds, puis il traînait. Fait que ça fait comme une trace d'ange, en fait. Bleu, était bien. Mais j'ai un peu qu'il avait fait ça avec le feu, puis l'eau. Ça, je savais pas. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était la transformation de la matière. Il ne cherchait pas à créer de la suie, il cherchait à brûler la surface juste assez. C'est ça. Puis arrêter le processus, c'est ça. Yves Klein. Tu connais Yves Klein? C'est cool. Mais c'est ça que tu as le fun. Moi, c'est tous ces artistes-là, Yves Klein, Armand, Spoiri, Tigli, tout ce groupe d'artistes-là de Cannes puis de la Méditerranée, c'est vraiment mes artistes que j'ai vraiment aimés là, quand j'étais dans la trentaine, quarantaine. C'est ça. Nous autres, c'est parce qu'on faisait histoire de l'art. On avait 2 cours. Il y avait comme la préhistoire à mettons moderne-ish. Puis après ça, tu avais plus le contemporain dans le deuxième cours. Puis là, c'est dans celui-là. Mais on pouvait faire sur n'importe qui. Puis elle n'avait pas trop parlé des nouveaux réalistes, mais en fouillant, j'avais lu un peu. Puis je le trouvais flyé. Il faisait des performances, en fait. Il faisait du saut de l'ange, mais il se pitchait. Il faisait juste se pitcher du deuxième. Puis c'était ça, sa performance. Puis il se faisait prendre en photo. C'est de la retouche photo. Il y avait la retouche photo, mais il disait pas à personne. Il disait à personne, il faisait juste se pitcher. J'étais comme, qu'est-ce? Je trouvais ça flyé, j'étais au cégep, puis là, j'étais comme, qu'est-ce? Sans faire de jeu de mots, c'était flyé. C'était flyé, il volait. Mais la photo, c'est qu'il est comme figé, mais tu sais,
Mais il s'est vraiment pitché Mais il est mort jeune, hein? Oui, il est mort jeune. Mais là, je voulais savoir, en fait, on n'a pas parlé, mais ça t'est venu un peu, quand tu étais jeune, l'art, en fait, l'idée de « je veux faire de l'art ouais. ». Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un... Oui. Dès le primaire, j'étais un kid super, super timide, même maladivement timide là, dans la jupe de ma mère. Puis je venais rouge, puis j'étais bien timide. Puis quand je dessinais, puis je dessinais assez bien quand j'étais petit, puis je voyais que les gens trouvaient que mes dessins étaient bons, fait que tu te fais encourager, puis là, tu t'en fais plus, puis coudonc, ça peut-être bon, tu sais, puis là, j'en faisais. Puis là, c'est devenu comme mon identité au primaire, puis ça m'ouvrait sur le monde, puis les gens venaient vers moi parce que moi, je n'étais pas capable d'aller vers eux, fait qu'ils venaient vers moi à cause de mon dessin. Fait que ça a créé mon identité dès mon jeune âge. Puis rendu au secondaire, j'ai eu un professeur à la polyvalente Louis-Philippe Paré. J'ai eu un professeur en arts plastiques qui s'appelait Gamal Assad. Puis Gamal, lui, il a décidé que j'étais bon, puis qu'il m'aimait, puis qu'il me poussait, puis il m'encourageait, puis il me faisait... Tu sais, il donnait son cours, là, mettons, on fait de la poterie cette semaine, puis je sais pas trop, mais Steve, toi, continue ton dessin, là, il est bien parti. Puis là, je faisais une affaire de maniaque, là, de plein de petits dessins qui s'emboîtaient. Okay. J'avais travaillé 6 mois sur un dessin dans son cours. Dans le truc, mais... Puis, mais Gamal, il a été déterminant dans ma prise de conscience de c'est ça que je veux faire, parce qu'il m'a tellement encouragé, puis il m'a montré des artistes, puis tu sais, il me nourrit beaucoup, puis c'est là que la graine a été semée où moi je veux être un artiste. Fait que le rêve que j'ai eu là au secondaire, là, je suis dedans là, présentement. Je suis dans ce rêve-là où je suis un artiste quand même connu. Je vis de mon art, j'ai un super atelier de rêve en campagne comme je l'imaginais. Ouais. Je suis vraiment dans mon rêve. C'est fantastique. C'est ça, parce que tu sais, c'est juste le fait d'en vivre, ça n'a pas besoin d'être... Non, moi, j'ai pas besoin de faire des centaines de milliers d'années. C'est ça qui est le fun, de réussir à en vivre, tu sais. Puis de faire comme, bon, ben là... C'est un peu ça quand je disais, puis peut-être je m'étais mal exprimé là, tu n'es pas tant connu ici, mais tu sais, de savoir que ça s'exporte, que tu vis de ça, puis que... Mais tu sais, c'est ça. Non, c'est génial. Là, moi, j'ai pas l'impression que je travaille. Je dis tout le temps, je vais aller travailler. Quand je dis à Daniel que, bon, je suis prêt à mon café, là, que je m'en vais travailler, je m'en vais pas travailler, je m'en vais jouer, là. Oui. Parce que, tu sais, je suis dans mon terrain de jeu. Moi, c'est mon rêve. J'aimerais ça brûler. On va aller brûler des affaires aujourd'hui. Mais c'est ça, je suis vraiment choyé parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de son art, peu importe l'art pour lequel tu es un acteur. Tu dépends beaucoup des autres. Puis c'est pas évident, tu sais, avoir des rôles tout le temps, puis jouer au théâtre tout le temps, puis en vivre, c'est comme, c'est difficile. Un musicien, c'est pareil. Danseur, c'est pire. Mais c'est pour ça que tu disais que tu étais en publicité, parce que... Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de pas angoissant, mais de faire qui, là, je me lance, puis... moi, comme travailleur autonome, il faut que tu... Je me suis lancé quand mon garçon, mon plus jeune, est rentré au cégep. Quand il est rentré au cégep, là, j'ai senti qu'il est au cégep, là, il est quand même autonome, il a moins besoin de moi, puis il me reste juste à payer l'université, puis j'avais déjà mis de l'argent de côté. Je suis correct, je me lance. Puis là, je le fais à temps plein. Fait que j'ai arrêté d'accepter tous les demandes qui me venaient du monde commercial, de faire du design, puis de la pub, puis tout ça. Parce que c'était facile pour moi, tu sais, j'avais un cerveau développé pour ça, puis j'étais connu là-dedans, puis
ça allait bien, là. Puis je faisais de l'argent facile. Oui, il y a de l'argent là-dedans, mais en même temps, puis je fais une mini parenthèse, mais j'ai étudié un peu en publicité, mais tu sais, la création en publicité, il y a quelque chose de... faut créer vite quand même. Oui, il y a un stress. Dans des... Parce que moi, quand j'ai juste étudié là-dedans, moi, tu sais, je fais un peu de musique, le cinéma, bon, mais moi, j'ai un processus très lent, puis là, j'étais là-dedans, je suis comme, OK, ça se passe vite, puis en même temps, t'as tellement de contraintes parce que le client veut ça. Fait que finalement, ben... C'est ça, fait que ça prend comme un cerveau qui capable quand même de créer vite. Fait que c'est ça, tu dis, c'était quand même facile pour toi de répondre à ça. Mais quand il rentre au cégep, je me suis dit, OK, garde, je le fais. Là. Puis avec Danielle, on a beaucoup parlé, puis elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a appuyé dans cette démarche-là, puis on s'est fait une stratégie, puis ça a marché. Fait que je suis comme vraiment chanceux. Ben ouais. D'avoir Daniel, puis d'être dans mon rêve. Tu sais, je voudrais parler un peu du coin parce que tu as habité à Léry très longtemps. Tu étais à Franklin. Ouais. Un peu, je sais pas comment tu vois ça, tu sais, habiter la région, je sais pas. Puis là, l'idée d'aller à Franklin, là, c'est un peu le cliché de l'artiste qui va en campagne, dans le calme. mais c'est surtout la connexion avec la nature qui nous intéresse. Oui, c'est ça, parce que depuis tantôt on parle d'oiseaux, je me dis, là, Franklin, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, des grands terrains. Oui, mais c'est de protéger la nature. Moi, notre truc, Daniel et moi, c'est de protéger la nature, puis d'en parler, puis de faire des projets là-dessus. Puis d'essayer dans le quotidien de changer nos habitudes, puis de s'améliorer comme, de minimiser notre empreinte sur la planète. Fait qu'on fait toutes sortes de petits gestes. Ça fait des années qu'on est vegan parce qu'on pense que c'est une bonne façon de faire votre part. De faire votre part, mais en même temps, mais c'est aussi c'est pour la planète, mais c'est aussi pour notre santé. Puis on a une voiture électrique, on essaie, on a plus de plastique, on essaie de minimiser le plastique, on a des Abigo, des espèces de... Il n'y a plus de saran wrap, toutes sortes d'affaires comme ça. On essaie d'être zéro déchet, mais c'est presque impossible. C'est dur, mais ouais. Puis un des gestes qu'on peut faire, c'est de planter des arbres, c'est de protéger le terrain que tu as, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, puis on veut avoir cette connexion avec la nature. Puis Danielle, elle a un besoin, tu sais, comme moi, mon besoin vital, c'est de peindre. Elle, son besoin vital, elle a besoin de ça, c'est être en contact avec la nature, être dans le bois, sentir que l'écosystème est en santé, puis que ça va bien, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ben on va acheter un terrain en campagne. Puis c'est ça qu'on a fait, puis on a bâti. Puis je voulais aussi passer à un autre niveau pour mon atelier, fait que voilà. Mais là, c'est parce que ça me fait penser... je sais pas si tu connais Ambioterra. Oui, c'est ça. Passé chez nous. C'est ça. Parce que j'ai fait une émission sur eux. Fait que quand ils disaient protéger, puis ça a fait des liens. Mais juste pour expliquer aux gens, Ambioterra, c'est un organisme, en fait, ils sont à Saint-Chrysostome, mais ils couvrent pas mal toute cette région-là, Franklin. Puis ils peuvent aider les gens justement à protéger leur terre, puis faire des processus en fait de sauvegarde. Là. En fait, ils sont venus chez vous, c'était pour quoi? Pour évaluer pas le potentiel, mais le vivant sur notre terrain, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour le protéger, puis qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, puis tout ça. Puis ils ont fait un inventaire des arbres, puis de la faune. C'est ça, ils remettent un dossier à chaque personne qui vont. C'est bien intéressant. Puis quand on a acheté la maison, on ne savait pas, mais sur notre rivière, on a un petit ruisseau sur notre terrain qui passe sur notre terrain. Puis dans ce ruisseau-là, il y a 2 espèces de salamandres qui sont en voie de disparition. Puis qui existent chez nous. C'est ça. Mais dans notre territoire, notre territoire est assez large, là, ça déborde un peu de notre terrain, mais le gros des observations qu'ils ont fait de ces 2 salamandres-là, c'est sur notre terrain. Ben là, notre terrain vient de prendre la valeur là, pour nous dans notre cœur. Parce que c'est ça, en Bioterra, souvent, quand ils remettent l'espèce de document, mais ils ont comme des... ce qu'ils me disaient, ils proposent des façons de protéger, puis il y a divers niveaux, puis ils sont prêts... Puis ça peut même aller protéger dire, ben, cette partie-là de forêt, c'est comme si ça venait protéger à vie, là, ou quelque chose. Perpétuité. Si, mettons, tu vends, ben la forêt, il n'y a rien qui peut se faire là. Mais est-ce que c'est des trucs que tu penses, mais comme... On y pense, mais en même temps, ça nous inquiète. C'est un petit peu inquiétant
pour la prospérité de nos enfants, puis tout ça, parce que quand tu fais ça, tu figes ton terrain à vie, à perpétuité, où il n'y a plus rien qui peut se passer sur ce terrain-là, ce qui est fantastique pour la nature, parce que de toute façon, la nature, il faudrait comme plus arrêter de comme ça faisait des millions d'années que c'était arrivé à une perfection, des milliards d'années, puis c'était parfait, là, puis nous autres, on est arrivés. Donc, il faudrait arrêter. Mais l'affaire, c'est que si tu fais ça, tu obliges les prochains propriétaires à respecter ça, puis ça peut diminuer un peu la valeur de ton terrain pour la revente. Ouais. Puis là, nous, on n'est pas en fin de vie, là, en 60 ans, mais on est dans le dernier quart, mettons. Quart? Ouais, ben oui. 100 ans, là. 100 ans. Fait que, si on lègue ça à nos enfants, ils pourront peut-être moins vendre la maison moins, je sais pas. On y pense. Parce que nous, ça change rien dans notre vie. Parce que on le fait. Ouais, c'est ça. On le fait. On l'a acheté pour ça, pour le protéger, défendre les salamandres, en faire la promotion, mettre la lumière là-dessus, faire un projet de révérence sur probablement la salamandre sur notre terrain. Ouais. Donc, puis les fougères qui sont là, on ne doit pas couper, puis on ne doit pas manger. Ouais. On les mange pas, on les coupe pas. Fait que on fait tout ce qui est recommandé à faire sans avoir le saut. Wow. On a un voisin qui le fait. Okay. Un voisin qui a 440 acres. Monsieur Peter Brown a fait ça, puis on respecte ça, puis c'est vraiment une bonne idée, là, de pouvoir comme figer des bouts, des lopins de terre, puis il n'y a plus rien qui se passe là. Puis j'avais peut-être une dernière question. Là, tu passes de Léry à Franklin, mais tu sais, des fois, moi, je joue de la musique, ça reste amateur, mais je le sentais... Tu sais, quand on changeait de local de pratique, l'inspiration, le feeling, est-ce que tu as senti à Franklin, là, avec ton nouvel atelier, que pas que tu changes complètement, mais qu'il y a une vibe ou peut-être pas. Je sens dans ma personne, dans mon corps, je sens que je suis entouré de nature, je suis plus en santé. Mm-hmm. Parce que, tu sais... faire du forest bathing, là. Je sais pas si vous connaissez ça, le forest bathing, c'est aller dans la nature pour te ressourcer. Mm-hmm. C'est prescrit au Japon. Tu vas voir tu consultes ton docteur parce que tu stresses, puis t'es pas bien, puis t'es un peu malade. Les marches en forêt. Va 2 marches, 2 heures dans la forêt, puis reviens me voir. C'est prescrit, là. C'est de la médecine parce que les arbres sécrètent j'oublie le nom, là, mais c'est ça qu'on respire, puis ça nous guérit, c'est mieux. Mais moi, je le sens, dans mon corps. Là. Donc, il y a un changement physique. Mais dans mon art, puis ce que je vais probablement produire dans l'avenir, à cause de mon environnement, je sens qu'il va se passer quelque chose. Ça va être beaucoup plus positif que de mettre la lumière sur le négatif. Je vais probablement shifter ça vers montrer le beau, puis parler du beau, puis me concentrer là-dessus. Plutôt que parler de là, je suis en train de faire un tableau. C'est tous les sables bitumineux avec des cheminées, puis de la boucane, puis c'est très noir, puis ça, puis il y a la déesse une déesse d'antiquité grecque, puis c'est Némésis. Okay. Némésis, elle, c'était la déesse qui venait sur Terre punir les gens qui commettaient des actes d'hubris. Hubris, c'est quand tu te penses plus grand que la nature. Okay, ça. Fait qu'elle venait comme te juger. Fait qu'elle est au-dessus au-dessus des sables bitumineux. Là. Puis là, j'aime ça, je le fais, puis je trouve que c'est bien fait, puis c'est percutant, mais des fois, j'ai comme le goût de faire le portrait de ma blonde avec des papillons puis des fleurs. C'est tout à fait louable. Je pense que c'est probablement vers ça que je m'en vais. C'est le fun, ça. Merci beaucoup d'être venu puis d'avoir pris le temps justement de jaser avec nous autres. Ça m'a fait plaisir.